C'est quand même un peu magique, non? On sort son téléphone, on lance une application, et voilà, le monde entier est là, littéralement au bout de nos doigts. Mais comment est-ce possible? Comment une réalité aussi immense, aussi complexe, peut être réduite à une carte si précise? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, la question a l'air toute simple comme ça, mais la réponse, elle, nous embarque dans un voyage vraiment fascinant, au carrefour de la cartographie, de la géométrie et bien sûr de l'informatique. C'est un processus en plusieurs étapes clés et chacune résout un problème fondamental pour nous permettre au final de nous repérer si facilement. Ok, premier défi, et il est de taille, le monde réel est infini. Infini dans ses détails. Pour faire une carte, impossible de tout représenter. Ce serait un non-sens. Il faut donc faire des choix, il faut simplifier. Et ça, c'est la toute première étape absolument cruciale, la modélisation. J'aime beaucoup cette expression, réduction contrôlée de la réalité. En fait, elle dit tout. Ça veut dire que chaque carte est une version simplifiée du monde, et qu'elle est pensée pour un but bien précis. Une carte des transports en commun ne va pas montrer la géologie du sous-sol, et inversement, une carte géologique se fiche pas mal des lignes de bus. Le modèle qu'on choisit dépend toujours du sujet et de l'échelle à laquelle on travaille. Et cette simplification, elle commence par un choix super important. On ne cartographie jamais l'espace géographique dans sa totalité, ce serait beaucoup trop vaste. Non, on commence par définir un territoire. C'est une portion qu'on délimite. Ça peut être un pays, une région, une ville ou même un simple parc. Bref, on choisit notre zone d'étude avant même de commencer à dessiner. Bon, on a notre territoire. Mais un autre problème se présente, et il est de taille si j'ose dire. Ce territoire, il se trouve sur une planète qui est ronde. Or, nos écrans de téléphone, eux, sont désespérément plats. Alors comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Cette analogie, elle est juste parfaite. Elle résume tout le problème. Passer d'une sphère à un plan sans rien déformer, c'est géométriquement impossible. Donc il faut bien comprendre une chose. Toute carte plate est une distorsion de la réalité. C'est un compromis. La vraie question n'est donc pas de savoir si une carte est fausse, mais plutôt de savoir en quoi elle est fausse. Pour maîtriser cette distorsion, les cartographes suivent un processus bien rodé, en 3 temps. D'abord, on part de la forme réelle de la Terre, le géoïde, qui est un peu cabossé, pas du tout parfaite. On la simplifie en une forme mathématique, lisse, un ellipsoïde. C'est le fameux WGS 84, la référence pour tous les GPS. Et enfin, on projette mathématiquement cet ellipsoïde sur une surface plane. C'est ça, la projection cartographique. Et c'est là qu'arrive ce fameux compromis. Une projection ne peut pas tout conserver à la fois. Par exemple, la célèbre projection de Mercator préserve les angles, ce qui est parfait pour la navigation. Mais le prix à payer, c'est qu'elle déforme les surfaces de manière énorme. C'est pour ça que sur la plupart des cartes du monde, le Groenland a l'air aussi grand que l'Afrique, alors qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande. Le choix de la projection dépend donc totalement de ce qu'on veut faire avec la carte. Ok, notre toile est prête, elle est plate, maintenant il faut la remplir, il faut dessiner dessus. Comment on fait pour représenter numériquement les routes, les forêts, les bâtiments de notre territoire? En gros, il existe 2 grandes manières de faire. On a ici une dualité assez fascinante. On peut voir le monde soit comme une collection d'objets bien distincts, c'est le modèle vecteur, soit comme une surface continue, et là, c'est le modèle raster. Pensez-y comme la différence entre le plan d'un architecte, avec des lignes et des polygones très précis, et une photo satellite, qui est en fait une immense grille de pixels colorés. Dans le modèle vecteur, une route, ce n'est pas juste un trait, c'est un objet qui a des propriétés, un nom, un nombre de voies, une limite de vitesse. Un bâtiment, c'est un polygone qui a une adresse, une hauteur, une fonction. C'est une description vraiment riche et intelligente de la réalité, parfaite pour tous les éléments qu'on peut délimiter clairement. Le modèle raster, lui, à l'inverse, il ne pense pas du tout en termes d'objets. Il découpe le monde en une grille de carrés, les pixels, et chaque pixel contient une valeur. C'est le modèle idéal pour représenter des phénomènes qui n'ont pas de frontières nettes, comme l'altitude, la température ou la pollution de l'air. Une pente, ça ne commence pas et ça ne finit pas brutalement, ça varie de manière continue. Mais attention, qu'on utilise des vecteurs ou des rasters, le fait de dessiner la carte n'est en fait que la moitié du travail. Pour qu'une carte devienne vraiment utile, pour un GPS par exemple, elle doit comprendre les relations entre les objets. Une rue n'est pas juste à côté d'une autre, elle y est connectée. Bref, il faut définir les règles du jeu spatial. Et pour comprendre ça, il faut remonter un peu le temps, jusqu'au XVIIIe siècle, avec une fameuse énigme, celle des 7 ponts de la ville de Königsberg. La question était, peut-on faire une promenade en traversant chaque pont une seule et unique fois? Pour la résoudre, le mathématicien Euler a eu une idée de génie. Il a compris que la forme des îles ou la longueur des ponts n'avait aucune importance. La seule chose qui comptait, c'était les connexions. Et sans vraiment le savoir, Euler venait de poser les bases de la topologie. En cartographie numérique, la topologie, c'est en quelque sorte la grammaire de l'espace. C'est un ensemble de règles qui décrivent comment les objets sont connectés les uns aux autres. Par exemple,
Deux parcelles voisines partagent forcément une frontière. Une rue qui en croise une autre partage un point commun, un nœud. Et ces relations, elles restent vraies, même si on étire ou on déforme la carte. Et pourquoi c'est si important, cette topologie? Eh bien, c'est simple. Sans elle, un GPS serait complètement paumé. Il ne saurait pas qu'on peut tourner de la rue A à la rue B, tout simplement parce qu'elles partagent un nœud de connexion. La topologie, c'est ce qui assure que la base de données est cohérente, logique, et qu'on peut l'utiliser pour faire des calculs d'itinéraire et des analyses spatiales complexes. Et voilà, on y est. Quand on met tout ça bout à bout, la modélisation, la projection, la numérisation et la topologie, eh bien on passe de la complexité infinie du monde réel à cette caste numérique si puissante et si interactive qu'on a tous dans notre poche. Alors, si on récapitule rapidement, chaque étape a son rôle. La modélisation, elle simplifie la réalité pour qu'on puisse la gérer. La projection, elle aplatit le globe pour nos écrans. Les modèles vecteurs et raster, eux, transforment les objets en données numériques. Et enfin, la topologie, elle donne de l'intelligence à tout ça en définissant les relations. C'est vraiment cette chaîne complète qui fabrique une carte numérique. Et le résultat final, il est souvent organisé un peu comme un millefeuille numérique, en couches qui se superposent. Imaginez, une couche pour les routes, une autre par-dessus pour les bâtiments, une troisième pour les rivières, une quatrième pour l'altitude. En combinant ces couches, on peut poser des questions très complexes à la carte et obtenir des réponses visuelles. C'est ça, le cœur des systèmes d'information géographique. La prochaine fois qu'on ouvrira une application de cartographie, ce sera l'occasion de penser à tout ce processus caché, la simplification de la réalité, le compromis inévitable de la projection et toutes ces règles invisibles qui rendent la carte si intelligente. Et ça nous amène à une dernière question un peu plus large. Maintenant qu'on numérise le monde de cette manière bien spécifique, comment est-ce que ça change notre façon de le percevoir ?